ne sont que le résultat de sociétés marchandes, de lobbies, qui fonctionnent avec, il faut bien le dire, le soutien, l'appui de ce qui est avouable et présentable, mais aussi de ce qui est moins. Voilà. Quand vous savez que l'IFOP est l'institut de sondage de Mme Parisot et de la patronne du MEDEF, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que l'IFOP vous serve la soupe et vous mette en tête et mette Marine Le Pen en tête des sondages. Néanmoins, il ne faut pas non plus négliger ces sondages-là. Il faut garder la tête sur les épaules et regarder ce que nous pouvons faire pour nos idées et notre candidate et pas regarder ce que font les autres. Ça ne sert à rien. Nous n'avons aucune prise sur ce que font les autres. On peut les contrer, on peut leur contester, on peut débattre contre eux, mais après on n'est pas non plus dans leur campagne électorale. Moi, j'ai un chiffre qui m'a marqué le 23 mars 2002, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui étaient au Front National à l'époque. Jean-Marie Le Pen, donc, à la même époque, était à 10% dans les sondages, devancé par Arlette Laguillet. Parce que nous avions eu en 2002 un peu le même scénario qu'en 2012. Nous avions eu d'abord Chevènement, qu'on avait fait monter jusqu'au mois de décembre, janvier. C'était le troisième homme, pour ne pas dire que Jean-Marie Le Pen était le troisième homme. Et quand on a vu que la mixture Chevènement ne prenait pas, on a mis la mixture Laguillet. Pas pourquoi d'ailleurs. C'est dommage, parce que s'ils avaient eu Laguillet au pouvoir, un certain nombre n'y seraient plus, là, ni dans les entreprises, ni au pouvoir. Après tout, ils auraient eu ce qu'ils méritent. Mais là, c'est un peu pareil. On a mis Bayrou, quand on vous dit ici, moi j'ai dit Bayrou. C'est Bayrou. On a eu M. Bayrou. On a même fait monter jusqu'à 16 sondages. Je crois que c'est même le BVA là, qui est douteux. Bon, ça n'a pas marché, il est en train de descendre. Aujourd'hui, c'est Mélenchon. Bon. Vous voyez bien que Mélenchon, il plaît. Il plaît aux bobos. Toujours pareil, il est à la mode, il insulte tout le monde, notre candidate, il insulte un peu les socialistes, il avait traité Hollande de pédalo, de capitaine de pédalo, il insulte même ses troupes à lui, pour ceux qui suivent l'actualité avec attention, le petit journal de Canal+, qui est toujours très rigolo à regarder. Il y a un type qui est venu l'insulter dans une gare, un syndicaliste d'extrême gauche, en lui disant « Oui, on les connaît, les socialistes comme toi, les anciens ministres. » Et lui a répondu « Oui, moi aussi, les cons comme toi, je les connais. » C'est pas le président de la République, c'est Mélenchon qui l'a dit. Et en partant, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait une caméra sur la tête. Et il leur a dit « Putain, mais les derniers communistes de la Terre, ils sont ici. » C'est un cynique. Voilà. Il ne croit pas dans ce qu'il dit. Il a été trotskiste, et je pense qu'il en garde la formation idéologique. Il a été socialiste parlementaire pendant 25 ans. Il a été ministre de Lionel Jospin. Il est un homme du système. Il fait partie du Grand Orient de France. C'est un homme du système. Voilà. Et il est là. Alors, il se fait de la publicité en tapant sur Marine Le Pen. Il ne faut pas aller chercher plus loin sa stratégie de taper sur Marine Le Pen. Ça plaît aux médias. S'il ne tapait pas sur Marine Le Pen, il ne serait pas dans les médias. On ne le présenterait pas comme un opposant. Là, il a trouvé la stratégie pour paraître. Et vous avez remarqué qu'il ménageait quand même Nicolas Sarkozy. Et que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, lui a même lancé des fleurs. Il lui a dit, j'ai vu tout à l'heure la vidéo, ce matin il était en déplacement je ne sais où, il a dit j'ai beaucoup de considération pour M. Mélenchon, c'est un homme, il a dit qu'il y a des convictions, et je respecte les gens qui osent dire ce qu'ils pensent. Il faut le faire quand même. Voilà. M. Sarkozy, donc il aime quelqu'un dont on a vu d'ailleurs hier dans les meetings le drapeau rouge de l'Union soviétique. Excusez quand même, c'est quand même ça, Mélenchon. Et qui chante le point levé, l'international. Il y a des pays qui se revendiquent du communisme, et s'ils aiment tant que ça l'idéologie communiste, et moi je souhaite qu'ils y aillent vivre. Il a, M. Mélenchon, il n'a qu'à prendre son baluchon et partir vivre à Cuba. Il verra que tout le monde est heureux. S'il voit qu'à Cuba, c'est trop bourgeois, c'est jamais, c'est pas assez bourgeois pour lui, bobo pour lui,
Il y a un autre pays qui est tout à fait accueillant, c'est la Corée du Nord. On verra s'il la ramène dans ces pays-là, et si son idéologie, celle qu'il aime tant, le conduit à faire les mêmes débordements qu'il fait chez nous. Bon, voilà. Donc vous voyez que Mélenchon est une opération électoraliste. Ce qui m'inquiète le plus dans Mélenchon, ce ne sont pas ses outrances verbales contre nous, c'est un peu son côté quand même Union soviétique, dont on connaît désormais la faillite du système. Imaginez l'inverse, que nous vantions, nous, les mérites de régimes totalitaires du passé. Vous imaginez, déjà que quand on ne les mentionne pas, on nous les met sur le dos, lui non, il revendique tout, il assume, personne ne dit rien. Personne. Ce qui m'inquiète le plus chez lui, c'est la mansuétude qu'il a, et ça se voit désormais, pour le fondamentalisme islamiste. Pour tout ce qui concerne l'immigration, tout ce qui concerne la religion, et je vais en dire deux mots, parce que faut pas, moi je ne suis pas un laïcard. Je ne conteste pas la religion parce que c'est la religion. Voilà. Moi je suis catholique, j'ai du respect pour les religions, nous sommes une république laïque, et je m'en tiens là. Chaque religion, et la nôtre, en particulier en premier lieu, nous sommes quand même un vieux pays, le vieux pays d'Europe chrétien, et rien que ça, ça fait partie de notre héritage. C'est une partie de nous-mêmes. On ne va pas s'excuser que la France, en France, se soit bâtie autour, on va dire, de 15 siècles d'histoire qui sont la conséquence à la fois de la monarchie et de l'Église. C'est comme ça vous plaît. Je suis persuadé que ça vous plaît pour beaucoup. Ça ne vous plaît pas, c'est pareil, mais c'est comme ça. La France, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons un problème avec une religion. Moi, je ne blâme pas, je ne suis pas docteur de théologie. Je suis quand même allé lire un certain nombre de choses. Il y a des religions qui ont évolué. Le catholicisme, j'allais presque dire dans ses gènes, avait déjà la différence entre le politique et le religieux. Tu rendras à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Alors évidemment, l'évolution de l'histoire a mis du temps. Nous en sommes arrivés quelquefois à des aberrations, mais nous vivons, je vais dire, une république apaisée, et nous vivons dans un État démocratique où il y a une relative liberté, même si c'est une liberté surveillée. Là, nous avons affaire à quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je suis quand même quelquefois en colère, parce qu'on parle de l'islam comme si l'islam avait toujours été là, ici, parmi nous, et qu'il avait démontré sa capacité à la tolérance. Non. Moi, je suis persuadé qu'il y a, et j'en connais, des musulmans tolérants, des patriotes même, qui sont de religion musulmane et qui sont des Français comme vous et moi. Et j'en connais dans ma région, je ne sais pas s'il y en a ici, en premier lieu, ceux qui se sont battus pour la France. C'est ça, on oublie de dire aussi. On nous traite à nous d'islamophobes ou d'eux, mais enfin, il y a des gens qui ont choisi la France, se sont battus pour elle, sont morts pour la France, qu'on a trahi d'ailleurs. C'est les fameux harkis dont on a fêté le 19 mars, dont on n'a pas fêté d'ailleurs, si on peut appeler ça une fête, commémorer l'abandon et la tragédie. Et puis il y a aujourd'hui chez nous un islam qui s'installe, mais qui lui ne tolère pas. Et le plus inquiétant, ce sont ces revendications politico-religieuses qui tentent de nous imposer des choses. Mais vous comprenez, plus ils sont nombreux, plus leur mouvement de communautarisation se fait. Ce mouvement de communautarisation, il ne se fait pas dans le sens de la France, il se fait dans le sens de leur communauté. Et nous en arrivons à par des aberrations. Plus il y a d'immigration qui viennent de ces pays-là, plus vous avez un phénomène de communautarisation de notre pays et d'islamisation de certains territoires de notre pays. Est-ce que c'est raciste de le dire? Non, c'est une constatation. Monsieur Marat, le fameux assassin, hormis le fait que, à mon avis, ça ne devait pas tourner très rond, mais c'est valable pour beaucoup de personnages, de personnes en France. C'est quand même quelqu'un
qui était sous le viseur des renseignements français. C'est pas n'importe qui. On peut même se demander s'il ne travaillait pas pour les renseignements français. Parce que les renseignements français, je disais ça tout à l'heure aux journalistes, je suis très ami avec un grand criminologue français, nous sommes très bons dans la détection et dans le renseignement des réseaux terroristes et notamment des islamistes. C'est comme cela que la France, depuis septembre 2011, a mis aux arrêts à peu près démantelés 1 millier de personnes qui étaient prêtes à passer à l'acte. Et ça demande une infrastructure, ça demande des agents infiltrés, évidemment. Ça demande une coordination avec des services étrangers. En Afrique, il y a 2 services qui tiennent la route. C'est pour ça que beaucoup de choses s'expliquent. Il y a l'Algérie et l'Afrique du Sud. 2 services, je ne parle pas du Mossad, c'est pas l'Afrique, mais l'Algérie et l'Afrique du Sud sont les 2 services en Afrique qui drainent tous les renseignements et qui suivent le mouvement islamiste. Ce monsieur Merah, quel extraordinaire, il va au Pakistan, il va en Afghanistan, il est mis en prison quand même. Bon, il y a tentative de suicide, il n'est pas clair. Il va dans les territoires occupés et en Israël, c'est quelqu'un qui navigue. Si vous avez les moyens de voyager, c'est quelqu'un qui voyage assez facilement quand même. On apprend qu'il avait un arsenal chez lui. Kalachnikov, pistolet Uzi, des grenades. Ah, si vous avez ça chez vous, je ne veux pas le savoir, mais moi je ne sais pas en tout cas, je ne sais pas en tout cas où on se les procure, mais il faut de l'argent pour acheter des armes. D'où croyez-vous que vient l'argent de ces réseaux-là? Ils viennent du trafic, essentiellement de la drogue. Et la drogue, la plaque tournante, il y a 2 plaques tournantes de la drogue aujourd'hui, c'est l'Afghanistan. C'est de là que ça part. Et c'est aussi le Maroc, un peu aujourd'hui. Et donc ce monsieur, ce jeune homme, qui est quand même très jeune, 24 ans, il navigue de ci, de là, en renseignant les services français. Peut-être est-ce une créature qui a échappé à son maître. Nous n'en savons rien. Le fait est que des petits Mohamed Merah, en France aujourd'hui, il y en a très certainement beaucoup plus. Parce que le seul coup de filet qu'il y a eu aujourd'hui, parce que Marine Le Pen a remué la tambouille sur cette affaire-là, s'il n'y avait pas eu la phrase de Marine Le Pen, on minimise le fondamentalisme, des petits Mohamed Merah, il y en a partout, etc., etc., il faut dire que Sarkozy, il aurait mis ça sous le boisseau et on n'en aurait pas parlé. Là, aujourd'hui, ils en ont été 19. Le premier qu'ils arrêtent, je crois que c'est à Nantes, ils retrouvent chez lui Kalachnikov, armes de poing, détonateurs, grenades. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus aux politiques français pour voir la dangerosité d'un certain nombre de réseaux sur notre territoire? En fait, vous êtes bien placé ici, c'était pas dans ce... C'était où, quel calme? C'était déjà le franco-algérien, non? À l'époque. Le chercheur qu'on a arrêté, là, qui était jugé il y a 2 jours, c'était où? C'était par là, non? Bon, je veux dire, c'est pas à Marseille, ce n'est pas que Marseille ou que la région parisienne. C'est Toulouse, c'est Nantes, c'est Lyon, c'est Nice, c'est Strasbourg, c'est Lille, c'est partout. Voilà. Et tout cela se développe parce qu'il y a chez nous, et c'est pour ça que Mélenchon, je le trouve particulièrement dangereux. Je ne vais pas vous parler d'Hollande, parce que pour moi, Hollande, c'est le néant. Je ne sais toujours pas, qu'est-ce qu'il pense, ce type-là. Depuis qu'il fait campagne, je le suis, parce que c'est quand même mon métier un peu. Je m'astreins, et je peux vous dire c'est difficile, à suivre ses discours. Quand je dis à suivre, il faut du courage. Parce qu'il n'y a ni le ton, il n'y a pas le ton, il n'y a pas la voix, il n'y a pas la gestuelle non plus, il est quelquefois affalé sur son pupitre. Il a la voix rock, on dirait qu'il force sa voix, et quand vous regardez le fond, il n'y a rien. Rien. Il y a de vagues principes alors qu'ils font scandale.
l'imposition à 75% pour ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros. Il doit y avoir beaucoup dans la salle. Je les salue et j'ai peine de savoir qui paieront demain. Et ce qu'ont pas compris les gens, c'est que les 75% ne s'appliquent que pour la tranche au-delà du million. Parce que jusqu'au million, ça reste quand même raisonnable. Donc ça touche, je crois, 7000 personnes en France, dont je ne suis pas sûr qu'ils paient les impôts en France. Et dans tous les cas de figure, ça touche que sûrement les amis de M. Hollande. Ou de M. Sarkozy, mais je sais très bien que la gauche, de ce côté-là, a depuis longtemps rattrapé la droite, et que les grands patrons et les grandes fortunes se partagent équitablement entre les uns et les autres. Je vous signale une petite anecdote rigolote que monsieur, comment il s'appelle, le type de publiciste, monsieur Lévy, Maurice Lévy, à qui on va attribuer le pauvre, un petit parachute. Vous vous rendez compte, il ne touchait pas ses stocks options, le pauvre homme, depuis 2003. C'est quand même scandaleux. Bon. Et là, il veut un petit rappel, c'est pas l'URSSAF, hein, c'est le loto plutôt, de 16,9 millions d'euros. 16,9 millions d'euros. Depuis 2003. C'est vrai, comment fait-il pour avoir vécu jusque-là sans ça? 16 millions d'euros. Et on apprend, mais c'est là que ça devient rigolo, manière de parler, hein, on est entre nous. Qui sont les actionnaires de Publicis? Je ne le savais pas, mais alors là, c'est à mourir de rire. L'ancienne famille qui tenait Publicis, c'est la famille Badinter. Et c'est Madame Badinter, celle qui donne des leçons sur la laïcité, sur la gauche morale, sur ceci, sur cela, qui a autorisé M. Lévy à avoir 17 millions d'euros. On nous rend des comptes où ils en sont réduits. On ne vit pas dans le même monde. Il y a en France une fracture entre l'élite et le peuple, et cette élite, elle est hors de portée de tout ce que nous pouvons connaître, parce que je peux vous dire que nous sommes à la direction du front quand même. Je n'en connais pas, moi, des comme ça. Je m'excuse, je ne dis pas que c'est mal, mais je ne vais pas, nous n'allons pas en vacances avec Bolloré, avec Arnaud, avec Pinault, avec Lagardère, avec l'émir du Qatar, avec je ne sais qui. Nous n'allons pas. Ce monde-là n'est pas le nôtre. Voilà. Le pouvoir a échappé au peuple. Et cette oligarchie qui gouverne, elle est de droite et elle est de gauche en même temps. Elle n'est pas à droite et à gauche, elle est des deux. Et elle gouverne avec l'assentiment et des communistes qui sont complices dans l'affaire, et de M. Mélenchon, et de Mme Eva Joly. Alors elle, c'est pas le discours qui est inquiétant. Au début, elle était risible, maintenant elle fait peine. C'est pas M. Poutou qui paraît le plus sympathique de tous, parce qu'il n'y en a rien. Et comme il est moins dangereux que Besancenot, il paraît plus sympathique. Puis quand vous l'écoutez parler, il est un peu moins. Et puis vous avez M. Sarkozy, alors là, qui est dans son jeu. Alors là, il est dans un jeu très inquiétant. Moi, je vous le dis tout de suite, parce que je ne crois pas qu'il soit à 30%, c'est pas vrai. Moi, nous avons vécu 2007, il y avait une dynamique Sarkozy. Vous alliez sur le terrain, vous alliez partout, on recevait des courriers, des mails, les gens nous disaient entendez-vous avec lui, nous allons remettre, ils ont cru au travail, au mérite, à la patrie, ils ont cru à tout ça, à la non-repentance, aux valeurs qui ont fondé la France, aux valeurs gaulliennes qui ont fondé la France. Les gens y ont cru. Ça s'est arrêté net. Ça s'est arrêté net, pas seulement pour le Fouquet et le yacht de M. Bolloré, parce que ça a été, évidemment, mais c'est pas. Ce qui a été net, c'est quoi? C'est au gouvernement, dès qu'il a été élu, Bernard Kouchner, Fadela Amara, Ramadayad, Rachida Dati, encore c'est la moins pire, Frédéric Mitterrand. Et c'est d'avoir fait la politique des autres et d'être allé dans le sens qui n'était pas celui du peuple, c'est d'avoir remis la Constitution européenne que le peuple français avait refusée. C'est Sarkozy qui l'a remise. C'est d'avoir créé, mesdames et messieurs, 25 taxes supplémentaires. Parce que pendant qu'il y avait un bouclier fiscal qui permettait
un certain nombre de personnes de ne pas payer plus de 50% d'impôts, ce qui pouvait se discuter. Il y avait quand même la création de 24 taxes qui, elles, ne touchaient pas les riches, les très riches, mais qui touchaient les classes populaires et les classes moyennes. Parce que ça a été ça aussi de Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, il est dans la politique spectacle, dans la démagogie. Il a vu que Marine Le Pen était très haute dans les sondages. Il a vu que c'était encore une fois sur des valeurs que cette élection se gagnera, en tout cas pour la droite. Et donc, il y va franco. Et il attaque sur les impôts, sur le travail, sur l'immigration, sur la sécurité. Voilà. Il est sur le terrain, il essaye de capter notre électorat pour le détourner, évidemment, de Marine Le Pen. Moi, je pense que les trois candidats, Hollande, Sarkozy, Marine Le Pen, se tiennent dans un mouchoir de poche. Je vous le dis comme je le pense. Je ne vous dis pas qu'elle est à 0,5. Je pense qu'entre l'un et l'autre, ou l'un et les autres, il y a peut-être 4% qui les séparent. Pas plus. Et c'est maintenant, dans la dernière ligne droite, que tout va se jouer. Parce que quand même, si les Français n'étaient pas intéressés par l'immigration, l'insécurité, est-ce que vous croyez que le président de la République sortant ne parlerait de ça aujourd'hui? Il n'en parlerait pas, parce que ce n'est pas électoral, parce que c'est dangereux pour lui, il parlerait d'autre chose. S'il remet le couvert tous les jours, son discours de Nantes sur l'immigration, je peux vous le dire, on aurait pu le tenir, tellement qu'il était dur. Son discours sur l'insécurité, c'est exactement notre discours. S'il le fait, c'est qu'il y a des raisons pour qu'il le fasse. Et ne doutez surtout pas des idées qui sont les nôtres, parce que je pense qu'elles sont majoritaires en France, et que des affaires Mera, ça peut réveiller les consciences. Ça peut faire basculer des pans entiers de l'opinion. Parce qu'il est évident que les Français sont gentils jusqu'à un certain point. À un moment donné, le réveil risque d'être brutal. Et nous sommes d'ailleurs là pour éviter que ce réveil ne soit trop brutal et qu'il se transforme en une révolution où des affrontements dépasseraient ce que nous pouvons attendre ou espérer, la guerre civile. Nous ne souhaitons pas la guerre. Nous souhaitons prendre les commandes pour éviter ce qui se passera peut-être à l'avenir. C'est une chose totalement différente. Et moi, je voulais que je vous dise, et j'écrirai d'ailleurs après cette élection, si Marine Le Pen ne gagne pas, ou si nous ne sommes pas au second tour, j'écrirai un bouquin vers la guerre civile. Parce que je peux vous dire, je suis très inquiet. Je n'y croyais pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Entre eux, nous avons affaire à des autruches qui ne veulent pas voir la vérité en face et qui, dans leur politique, font toujours le contraire de ce pourquoi ils ont été élus. Et ça, c'est dramatique. Parce que plus ils font le contraire, plus ils créent de la frustration dans le pays, et plus il y a de l'immigration qui rentre. Parce que là, nous n'en sommes pas à 1, à 2, à 3, à 4, nous en sommes je ne sais pas à combien. Mais il est évident qu'il y a une porosité entre le terrorisme, l'immigration et les fondamentalismes religieux musulmans. C'est évident. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Et que l'islam aujourd'hui ne fait pas la différence entre le spirituel et le temporel, qu'il est à la fois un système politique, social et religieux, et que tant que l'islam ne fera pas son aggiornamento, en quelque sorte, ben, il y aura un problème. Et c'est pour ça que j'ai relevé l'autre jour dans une radio, pour ceux qui m'ont écouté, je leur dis, mais enfin, quelle est la seule religion aujourd'hui qui vous met une fatwa sur la tête? Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une qui vous condamne à mort parce que vous contestez les écritures de leur religion. Ça ne se voit pas dans les autres, et en tout cas dans la religion chrétienne. Il y a bien un problème. Quel est le pays aujourd'hui qui, en Libye, en Syrie, au Pakistan, en Iran, en Irak, en Tunisie, est en proie au fondamentalisme et à l'édification de la charia comme loi civile? Vous avez vu ce qui se passe en Égypte. Ça y est, les fondamentalistes ont mis les démocrates dehors, ils vont faire la Constitution. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire?